Bonjour. Nous allons commencer cette chronique par une critique qui a été faite du livre du prince Harry. J'ai adoré le livre du prince Harry de Sussex. Je l'ai lu d'un trait et avec beaucoup d'émotion et d'intérêt. Il est rare pour une personne emprisonnée dans une telle position d'être aussi sincère, aussi limpide, aussi vrai. Il est rare pour quelqu'un dont l'existence est aussi radicalement prédestinée de combattre pour avoir une vie, sa propre vie, comme n'importe lequel d'entre nous, comme vous et moi. C'est courageux, c'est audacieux, c'est nouveau, mais le prince Harry est bien le fils de sa mère. Le cœur du prince Harry, que l'on sent battre à chaque page, nous dit quelque chose qui nous concerne tous et qui que l'on soit. On ne possède qu'une seule vie et il nous faut la vivre autant que possible selon son instinct, selon son bonheur. La vie est trop courte et trop inutile pour croire que le bonheur n'aurait aucune importance. Aucune vie ne doit se priver du peu de bonheur qui l'attend. Voilà en vérité ce que nous apprend ce livre si singulier et si intéressant. Une critique faite par Carla Bruni, qui est un petit peu notre monarchie à nous. Donc elle a beaucoup aimé. Voilà. Harry et Carla sont comme vous et moi, avec des millions en plus. Mais c'est... Qu'est-ce que quelques millions dans la quête du bonheur? Nous en étions restés au chapitre 40, où on sait que William va épouser Kate. Harry pensait être le premier à se marier, mais c'est pas arrivé. Il ne voulait pas devenir un père âgé comme l'avait été le prince Charles, parce qu'au final, le prince Charles, en gros, il n'avait plus la niaque, a dit Harry, parce qu'il jouait plus avec eux, il était fatigué. Voilà. Harry s'interroge, une grande introspection. Était-ce le vrai moi qui s'était fait cette promesse d'avoir des enfants jeunes? Ou le vrai moi était-il celui qui peinait à trouver la bonne personne, la bonne compagne, et qui peinait aussi à savoir qui il était? Pourquoi cette chose à laquelle je tenais tant soi-disant n'était-elle pas en train de se produire? Et si elle n'arrivait jamais, quel sens aurait ma vie? Quelle serait ma raison d'être? Voilà. La guerre, me suis-je dit. Quand tout le reste échouait, comme c'était le cas la plupart du temps, restait ma carrière de soldat. Pourvu que j'ai une date de départ en mission. Alors par contre, s'il repart en mission, je vous jure, je saute les pages, j'en peux plus, ça me gave. Ah, et après les guerres, il y aurait toujours le caritatif. C'est assez pour que la vie soit bien remplie, me suis-je dit. Il se dit qu'entre le caritatif et la guerre, il aura une vie bien remplie et on ne fera pas de remarques sur le grand écart qu'il y a entre aller aider les gens et aller les tuer. C'est quand même contradictoire. Mais nous avons tous nos contradictions, comme dirait Émilie de Secret Story. Alors, il entend parler d'un groupe de blessés de guerre qui projette un trek au pôle Nord. Ah, il va aller au pôle Nord. On va rigoler. Ne partez pas. Donc, ils veulent lever des millions de livres pour l'association blablabla et devenir les premiers amputés à atteindre le pôle Nord sans soutien extérieur. Et Harry a failli finir amputé, si vous voyez ce que je veux dire. Ils m'ont invité à me joindre à eux. Je voulais leur dire oui, j'en mourais d'envie, mais il y avait un hic. Le trek était prévu pour début avril, c'était très proche du mariage de Willy. Il faudrait que j'en revienne en temps et en heure, sans pépin, sans quoi je risquerais de manquer la cérémonie. Mais le pôle Nord n'était pas le genre d'endroit qui pouvait promettre ça. Au pôle Nord, 1001 pépins étaient possibles. Il y avait toujours des incertitudes, souvent liées à la météo, oui bah oui. Ça me stressait et ça stressait 2 fois plus le palais. J'ai demandé son avis à JLP. Ah, le mal alpha. Il a souri. C'est une opportunité unique, je sais, vous devez y aller. Moi j'aime bien ces phrases très concises. Ça fait très Jack Bauer qui appelle Chloé O'Brien à la CTU. Mais avant de partir au pôle Nord, il a un autre voyage prévu à Berlin pour faire suite aux conversations que nous avions eues depuis la débâcle Harry le nazi il y a 5 ans. Il m'avait organisé un voyage à Berlin, c'est JLP qui a organisé un voyage à Berlin. Et donc, décembre 2010, donc voilà, il se renseigne sur la Seconde Guerre mondiale et que Hitler il était méchant, parce qu'apparemment il ne le savait pas avant. Il voit des salles de torture SS, il jure entendre l'écho d'agonie dans le vent. Il a rencontré une rescapée d'Auschwitz. Elle m'a décrit son enfermement, les horreurs qu'elle avait vues, entendues, senties, écouter ses histoires étaient aussi difficiles que vitales. Mais je ne les raconterai pas ici, elles ne m'appartiennent pas. Donc, je sais pas, enfin, bon. Apparemment, il ne regardait pas les documentaires sur la chaîne Histoire et il n'avait pas de cours sur la Seconde Guerre mondiale. On ne lui a pas fait regarder Shoah quand il était au collège ou quelque chose comme ça. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils apprennent à Eton, mais ça va pas du tout. Hein.
J'avais compris depuis longtemps que la photo de moi en uniforme nazi avait été le résultat d'une série de faillites. Faillite sur le plan du raisonnement, faillite sur le plan du caractère, mais aussi faillite sur le plan de mon éducation. Bah oui, franchement. Pas franchement scolaire, mais personnel, oui, non, mais aussi. Je n'en savais pas assez long sur les nazis, je ne m'y étais pas assez intéressée, je n'avais pas posé assez de questions aux professeurs, aux familles, aux survivants. Vous voyez quand vous dormez en cours d'histoire, c'est ce qui se passe. Je voulais résolument que ça change. Je ne pouvais pas devenir celui que j'espérais tant que je n'avais pas changé ça. Je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment on peut passer à côté des leçons d'histoire sur les nazis. Il y a plein de leçons d'histoire à l'école qui sont totalement inintéressantes et où je n'ai rien compris. Je connais l'ordre de succession des rois de France parce qu'il s'appelle 13, 14, 15, etc. et 16, le pauvre. Mais les nazis, quand même, on le sait qu'ils sont méchants. Hein, on nous l'apprend. Chapitre 41. Ah, il est au pôle Nord. Alors, c'est tout blanc. Je crois que c'est normal. Il n'y a rien, il y a beaucoup de silence et il se dit peut-être que je vais venir m'installer ici, peut-être que ma raison d'être est là, au pôle Nord. Mais il a fini à Los Angeles, comme quoi on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Ah, il se dit que finalement il va peut-être pas habiter là parce que c'est interdit de quitter la ville sans armes parce qu'il y a des ours polaires affamés qui errent dans les collines. Ça lui aurait fait l'occasion de tuer un ours polaire, ce qui est quand même dommage. Donc je ne lirai pas les noms des villes du pôle Nord parce qu'il y a beaucoup trop de consonnes. Donc il va dans la ville la plus au nord de la planète, à moins de 1300 km du pôle. Ah, il rencontre ses compagnons de trek. Ça va être des mâles alpha amputés, je pense. Donc il rencontre des capitaines. Je vous épargne parce que c'est des parachutistes, voilà, qui ont perdu des bras, des jambes. Ces hommes étaient des modèles. Ah, c'est parti. Il fait moins 30, c'est le pauvre. La météo était même si mauvaise qu'en fait notre départ a été retardé. Argue le mariage de Willy, me suis-je dit en me prenant le visage dans les mains. C'est pas comme si c'était une surprise non plus, mais bon. Donc ils tissent des liens au pôle Nord avant de partir en expédition. Donc les spécialistes du froid arctique ont conseillé tous les membres de l'équipe d'éviter de transpirer car au pôle Nord, toute humidité gelait instantanément. Donc je ne sais pas comment on fait pour ne pas transpirer, je ne pense pas qu'on décide. Mais Harry l'ignorait. Il avait manqué ses séances avec les experts, si bien qu'après le premier jour de marche, après les lourdes luges qu'il avait dû tirer, il dégoulinait de sueur et ses vêtements qui en étaient imprégnés étaient en train de geler. Plus inquiétant, les premiers indices que quelque chose clochait au niveau de mes doigts et de mes oreilles. Des engelures. Je ne me suis pas plaint. Comment aurais-je pu au milieu de ces gens-là? De toute façon, je n'en avais pas envie. Malgré l'inconfort, je n'éprouvais que de la gratitude. J'étais avec des héros pour une noble cause dans un paysage que peu de gens auraient la chance de voir. Donc au bout de 4 jours, il est obligé de repartir. Tu parles d'une expédition quand même. Parce qu'il y a le mariage de William et qu'il a peur de le rater. Donc il doit embarquer dans un hélicoptère. Bon, il est allé quand même au centre du pôle Nord, enfin en haut du pôle Nord, je sais pas comment on dit, avec l'hélicoptère quand même pour le voir et il a planté un drapeau britannique. Donc il s'en va. Il fait coucou aux autres par la fenêtre, au revoir mes frères. Il y a des longueurs, mais c'est tellement long, vous imaginez même pas. Je souffre pour vous, j'espère que Clarence House va me verser, je sais pas, un dédommagement pour le préjudice moral subi. Chapitre 42. La veille du mariage, donc il est rentré. Willy et moi avons dîné à Clarence House avec papa. James et Thomas, les témoins de Willy, étaient là eux aussi. Il avait été annoncé au public que j'étais le témoin, mais il s'agissait en réalité d'un beau mensonge. Comme c'était ce que le public voulait, le palais n'avait pas vu d'autre option que de le confirmer. En vérité, cependant, Willy ne voulait pas que je puisse faire un discours. Il trouvait trop risqué de me mettre un micro entre les mains, il craignait que je dérape, que je dise quelque chose de tout à fait inapproprié. Il n'avait pas tort. En fait, c'est bigard le mec, quoi. Par ailleurs, le mensonge permettait de protéger James et Thomas, deux civils, deux innocents. Si leur nom avait été révélé, la presse enragée les aurait pourchassés, traqués, écoutés. Donc William est très stressé par son mariage. Ses deux témoins le forcent à avaler 2 rhum coca pour lui apaiser les nerfs. Donc pendant les repas voilà, où William boit du rhum coca, Harry parle du pôle Nord et il mentionne ses engelures aux oreilles et aux joues.
Charles le plaint, j'ai dû lutter pour ne pas lui confier que mon pénis avait souffert tout autant. J'avais été horrifiée de découvrir ça à mon retour en Angleterre, et si mes joues et mes oreilles allaient déjà mieux, ce n'était pas le cas de ma bite. C'est tellement bien écrit, mon Dieu. Le mal s'aggravait de jour en jour. Je ne sais pas pourquoi j'aurais dû hésiter à discuter de mon pénis avec papa, eh bien je ne sais pas, ou avec d'autres messieurs présents. Alors que là, il n'hésite pas à nous en parler dans son livre. Mon pénis était déjà une affaire publique, une véritable curiosité. La presse avait longuement ausculté la chose. Un nombre incalculable de livres et de journaux, même le New York Times, avait mentionné que Willy et moi n'étions pas circoncis. Selon eux, maman l'avait interdit. Mais s'il était tout à fait vrai que les risques d'engelure pénienne sont bien plus importants en l'absence de circoncision, l'information me concernant était fausse. J'étais circoncis bébé. Moi j'adore en fait le fait qu'il dit je ne veux pas qu'on parle de ma vie privée, etc., respecter mon intimité, et là il nous parle de sa quéquette. William veut aller saluer le public qui veut assister à son mariage, mais l'équipe de sécurité dit non, mais il insiste, et parce qu'il est bourré. Il a pris du rhum. Je voyais l'effet du rhum dans ses yeux. Il avait besoin d'un ailier. Donc ils vont serrer la main aux gens. Les gens lui souhaitent le meilleur à Willy, lui disent qu'ils l'aiment, qu'ils aiment Kate. Harry, ça lui rappelle le jour où Diana est morte, enfin qu'ils allaient saluer le public pareil. Donc il dit que William était pompette. Le lendemain matin, William, il a les yeux rouges, apparemment ça va pas du tout. Est-ce qu'il va s'enfuir et ne pas épouser Kate ? Eh bien non, parce qu'on sait ce qui se passe. William, il avait un costume rouge de la garde irlandaise qui était assez visible, dirons-nous. Il avait demandé à porter un uniforme redingote de la Household Cavalry, mais Élisabeth II a dit non. Elle a décrété qu'en tant qu'héritier, il devait porter la tenue de cérémonie numéro 1. Donc Willy était maussade d'avoir si peu son mot à dire sur la tenue de mariage. Plusieurs fois, il m'avait confié que ça le frustrait. Je comprends, parce que c'est pas génial quand même ce costume rouge. Donc Harry le rassure en lui disant que le costume rouge lui va très bien. Harry n'est pas très à l'aise dans son uniforme. Donc son uniforme lui donne l'air idiot et il dit « Je me faisais l'effet d'une version kitsch de Johnny Bravo ». Alors c'est marrant parce que j'ai cité Johnny Bravo plusieurs fois, si vous avez bien suivi. Johnny Bravo, c'est un dessin animé, où, vous regarderez, mais c'est un mec avec des gros biscottos, c'est un mâle alpha complètement débile, donc c'est bien qu'il se rende compte de certaines choses. Alors, Harry dit à William « Tu pues », parce qu'il avait bu du rhum la veille au soir. Il ouvre la fenêtre en se pinçant le nez pour le faire rire. Ah, quel pitre. Donc il trouve ça stressant parce qu'ils se marient là où ils ont enterré, où ils ont fait l'enterrement, les funérailles de Diana à Westminster Abbey. À Westminster Abbey où il y a un buste de Pascal Paoli que je suis allée voir. Tout dans ce bâtiment évoquait la mort. Ce n'était pas seulement les souvenirs des obsèques de maman, plus de 3000 corps reposaient sous nos pieds. Oh, il parle encore de sa mère, des pensées morbides. Ah, entre ces pensées morbides et mon pénis abîmé par le froid, mon angoisse n'allait pas tarder à rivaliser avec celle du futur marié. Donc il y a tous les invités qui sont arrivés 2 heures avant la noce, et Harry dit « Il y en a pas mal qui doivent avoir envie de pisser ». Pour essayer de détendre l'atmosphère, donc il dit ça. Ah, là il a une frayeur, Harry, il se dit « Merde, qu'est-ce que j'ai fait de l'alliance ?» Et il l'avait. Ah, il faisait un petit gag à William pour le faire rire. Donc William a souri. Même en le voulant, je n'aurais pas pu perdre cette bague. Une poche kangourou avait été cousue pour l'occasion dans ma tunique. C'est lui qui avait demandé à coudre la bague dans sa tunique, parce qu'il avait peur de la perdre. Il décrit la bague, oh là là, qui a été faite dans le même bloc, pour votre culture générale, qui a été faite dans le même bloc que celui d'où provenait l'alliance de grand-mère et celle de la princesse Margaret. Ah, et quand viendrait à mon tour, l'or serait peut-être épuisé, parce que c'était un bloc d'or, toutes les bagues de la famille royale étaient faites, et peut-être qu'ils n'ont pas voulu donner le même or à Meghan, on va le savoir bien assez tôt. Donc il dit qu'il ne se rappelle plus trop de la cérémonie, souvient que Kate avançait dans l'allée, elle était très belle. J'adorais ma nouvelle belle-sœur,
Je la voyais davantage comme la sœur que j'avais toujours voulu avoir que comme ma belle famille. Et j'étais heureux qu'elle soit aux côtés de Willy pour le restant de ses jours. Ils allaient bien ensemble, ils se rendaient visiblement heureux, alors j'étais heureux pour eux. Mais dans mes tripes, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que c'était un nouvel adieu que je venais de vivre sous ce terrible toit. Une autre fragmentation. Le frère que j'avais escorté à l'abbaye de Westminster ce matin-là avait disparu à jamais. Qui pouvait le nier? Plus jamais il ne serait mon seul et unique Willy. Mais vous faisiez que vous engueuler. Plus jamais nous ne traverserions la campagne du Lesotho cap au vent. Plus jamais nous partagerions un cottage sentant l'écurie en apprenant à piloter. Il faisait que râler, je comprends pas. J'avais ressenti la même chose quand papa s'était marié, eu le même pressentiment, et n'avais-je pas eu raison? Bah non, c'est vraiment un gros bébé, hein, c'est incroyable. Depuis le début de l'ère Camilla, comme je l'avais prédit, je le voyais de moins en moins. Tout mariage était une occasion joyeuse, bien sûr, mais aussi un discret enterrement, parce qu'après avoir échangé leurs vœux, les gens tendent à disparaître. Lui, il n'a pas disparu après son mariage. Hein. On l'a jamais autant vu. Ah là, il réfléchit au sens de notre identité, mais il se prend le chou, il dit n'importe quoi en plus. Alors il nous fait du Freud là, sur le trône du moi, le surmoi, le je sais pas trop quoi, l'enfant. Donc il dit qu'en devenant père et mari, on devient quelqu'un d'autre, plusieurs autres, et plus jamais le Willy de son enfance. Ah, il reparle de son kiki. Qu'est-ce que l'univers était en train de prouver en me privant de mon pénis en même temps que de mon frère? Non mais... Oh mon Dieu. Plusieurs heures plus tard, à la réception, j'ai prononcé 2 ou 3 petits mots rapides. Pas un discours, juste une introduction au discours des vrais témoins. Willy m'avait dit plusieurs fois que j'allais jouer le rôle de compère. Donc il a testé des phrases de son discours sur JLP. Il a raconté quelques blagues sur leur enfance, une histoire bête à l'époque où Willy jouait du water polo. Alors, oh mon Dieu. Mais n'invitez pas Harry à votre mariage, hein, franchement. C'est le tonton beauf de l'assistance. Donc il doit faire des blagues et il lui raconte à l'assistance. Donc il y a un Américain qui a voulu créer une espèce de tente en hermine pour le mariage de William. Mais comme il a réussi à attraper que 2 hermines, qu'il a étripées, zigouillées, etc., il en a fait... Malheureusement, il n'avait réussi qu'à dénicher 2 hermines. Sale temps pour les hermines, ai-je dit. Mais l'Américain ne s'est pas laissé abattre, ai-je continué. Il a improvisé, tiré le meilleur parti de ce qu'il avait, comme on sait si bien le faire dans son pays, et bricolé quelque chose qu'à ce moment-là j'ai brandi. L'assistante s'est étranglée, c'était un string doux et poilu. Quelques bouts de ficelle en soie attachés à une pochette en hermine, pas plus grande que celle qui était cousue à l'intérieur de ma tunique. Un grand éclat de rire gratifiant a parcouru la salle. Mais Donc voilà, il a montré un string en fourrure d'hermine à l'assistance et ils sont tous morts de rire. C'est quel humour, mais quel humour. J'ai attendu que le silence revienne pour terminer sur une note sérieuse. Maman, combien elle aurait adoré être là, combien elle aurait adoré Kate, adoré voir l'amour qui vous lie tous les deux. Chapitre 43. Alors, les mecs qui sont au pôle Nord, donc eux ils sont toujours au pôle Nord, ils sont arrivés au sommet. Donc ils ont établi un record du monde, levé un tas d'argent pour les vétérans et atteint le putain de pôle Nord. Joli coup, je les ai félicités, je leur ai dit qu'il me manquerait, que j'aurais aimé être avec eux. Un mensonge pour leur faire plaisir, parce que mon pénis oscillait entre extrêmement sensible et presque traumatisé. Donc il n'avait pas du tout envie d'être au pôle Nord à ce moment-là, parce qu'il avait mal au kiki. J'essayais des remèdes de bonne femme, dont un que m'avait recommandé une amie, la crème Elisabeth Arden. Et en fait, c'est à cause de cette anecdote que je lis ce livre, parce que j'ai tellement ri en le lisant. Au début, je pensais que c'était une parodie, que quelqu'un avait écrit n'importe quoi. Et en fait, non, c'est vraiment écrit, je l'ai là sous les yeux. Donc, la crème Elisabeth Arden et le pénis de Harry. Ma mère se mettait ça sur les lèvres. Tu veux que j'en mette sur la bite? Harry, je t'assure que ça marche. J'en ai trouvé un tube et dès que je l'ai ouvert, son parfum m'a fait remonter le temps. C'était comme si ma mère était là, avec moi dans la pièce. J'en ai pris une noisette et je l'ai appliquée en bas. Bizarre. Ne rend pas justice à ce que ça m'a fait. Il fallait que je voie un médecin au plus vite, mais je ne pouvais pas demander au palais de m'en trouver un. Quelqu'un à la cour aurait vent de mon problème, le ferait fuiter à la presse et hop, ma bite ferait les gros titres. Je ne pouvais pas non plus appeler un médecin moi-même au hasard. Déjà, en des circonstances normales, ce serait impossible, mais là, ça l'était doublement.
J'ai demandé à un autre pote de me trouver très discrètement un dermatologue spécialisé dans certains appendices et certains personnages, des filles de taille. Mais le pote est revenu m'annoncer que son père avait exactement ce qu'il me fallait. Il m'a communiqué un nom et une adresse et j'ai sauté dans une voiture avec mes gardes du corps. Nous avons filé vers un immeuble quelconque de Harley Street qui hébergeait un grand nombre de cabinets de médecins. Un garde du corps m'a fait discrètement entrer par une petite porte. J'ai vu le médecin assis derrière un grand bureau en bois qui prenait des notes probablement liées au patient précédent. Sans lever les yeux, il a dit « Entrez, entrez, je vous en prie ». Je me suis avancée en le regardant écrire pendant un temps qui m'a paru démesurément long. Je me suis dit que le pauvre gars avant moi devait avoir de gros soucis. Toujours sans lever les yeux, le médecin m'a demandé d'aller me déshabiller derrière le rideau. Il allait me rejoindre. C'est ce que j'ai fait. Avant de m'asseoir sur la table d'examen, 5 minutes ont passé. Le rideau s'est enfin entrouvert et le médecin est entré. Il a posé ses yeux sur moi, cligné une fois des paupières et dit « Oh, je vois, c'est vous !» Oui, je croyais qu'on vous avait prévenu, mais apparemment non. Bref, vous êtes là, bien d'accord. C'est vous. Rappelez-moi votre problème. Je lui ai montré ma bite, adoucie par Elisabeth Arden. Il ne voyait rien. J'espère qu'Elisabeth Arden, elle a dû avoir ses ventes explosées. Parce qu'il n'y a rien à voir, j'ai expliqué. C'était un fléau invisible. Pour une raison ou une autre, les engelures se manifestaient dans mon cas par une sensation très vive. Comment est-ce arrivé, m'a-t-il demandé. Au pôle Nord, ai-je répondu. Je suis allée au pôle Nord et maintenant au pôle Sud est capoute. Ha. Son visage disait, décidément très étrange. J'ai décrit les dysfonctionnements en cascade. Tout est difficile, monsieur. M'asseoir, marcher, les relations sexuelles, ai-je ajouté, étaient hors de question. Pire, paradoxalement, ma bite me faisait l'effet d'être toujours au garde à vous, ou prête à s'y mettre. Je n'en pouvais plus, lui ai-je dit. J'avais commis l'erreur de chercher sur Internet et j'avais lu des histoires horribles sur les pénectomies partielles, une expression qu'on ne veut jamais voir apparaître en googlant ces symptômes. Il ne faut pas chercher sur Google, jamais. Le médecin m'a assuré qu'il était peu probable qu'on en arrive là. Peu probable. Il m'a dit qu'il allait essayer d'éliminer d'autres causes. Il m'a demandé de m'allonger pour un examen complet, lequel était plus qu'invasif. Ne négligez aucun détail si l'on peut dire. Le remède le plus probable, m'a-t-il annoncé, serait le temps. Comment ça, le temps? Le temps, m'a-t-il dit, guérit tout. Avec le temps, tout s'en va. Les engelures au pénis aussi. Docteur, vous m'apprenez quelque chose, car ça n'a pas été mon expérience. Moi, vraiment, je suis très très fan de ce manque de pudeur totale où il nous parle de son kiki sans aucune vergogne, alors qu'il n'arrête pas de dire qu'on empiète sa vie privée parce qu'on le prend en photo une fois à la sortie d'un bar. Alors je sais que là, il a choisi d'en parler lui-même, mais quand même, est-ce qu'il n'aurait pas dû choisir un autre sujet de conversation en même temps? Est-ce qu'on rirait autant s'il ne nous parlait pas de sa bite? Je ne sais pas.